Nous avons 40 minutes ensemble. Donc on va peut-être démarrer tout de suite et comme il se doit, on va peut-être démarrer en présentant rapidement la méthode et puis après on enchaînera avec le... Oui. Est-ce qu'il te manque quelque chose? La zapette, pardon. Voilà. Et un petit point très rapide. Voilà, on fait rapidement la méthodo et puis après on enchaîne. C'est un baromètre. Donc, comme tout baromètre, nous conservons la même méthodologie chaque année. Donc, c'est une étude réalisée en ligne. Hein. Vous le voyez à partir du panel de Toolnet Harris Interactive, auprès très exactement de 1251 personnes. Alors, c'est important. Ce sont des internautes représentatifs, évidemment, de la population française âgée de 15 ans et plus. On revient sur notre sujet ado, mais on a effectivement dans l'échantillon des ados aussi qui répondent à ces questions. La période, c'est important. On est, vous le voyez, en toute fin d'année, 17 novembre jusqu'au tout début décembre 2023. C'est pas anodin. 2023, c'est une année, on le sait tous, Laurent l'a rappelé en introduction, extrêmement riche en débat, en actualité, notamment autour de notre grand objet de la matinée aussi, l'intelligence artificielle et ChatGPT, grande vedette de l'année 2023. Alors, de 2023, ouais. Ce baromètre, c'était la meilleure occasion de mesurer comment les Français recevaient effectivement cette nouvelle et forte quand même innovation qui va, et la secrétaire d'État l'a rappelé à l'instant, marquer de plus en plus nos vies, bien évidemment. Alors, la confiance. Une confiance de retour à son niveau de 2021. Delphine, tu vas nous dire évidemment à quel niveau on se situe? Exactement, vous le voyez s'afficher ici. On a une confiance en 2023 qui s'établit à 43% très exactement, versus, vous le voyez, 48% des Français qui déclarent ne pas avoir confiance dans Internet. C'est, Olivier l'a dit, un retour au niveau de 2021, après le pic qu'on avait observé l'année dernière. Donc on est dans une tendance de retour à la normale d'une certaine manière. Et surtout, regardez, on reste avec ce 43% assez largement au-dessus de la moyenne en tendance longue, historique, on va dire, si on cumule les années 2015-2023, la moyenne, vous le voyez, s'établit à 41%. Cette année, en 2023, on est à 2 points au-dessus de cette moyenne historique, donc une tendance, on va dire, de retour à la normale, plutôt en 2023. Mais on reste toujours minoritaire. Et on reste toujours minoritaire, tout à fait. On verra comment on l'explique et on verra que selon les secteurs et selon les domaines, cette confiance globale est plus ou moins, j'allais dire, élevée selon l'usage et les usages que peuvent avoir aussi nos répondants. Alors justement, tu vas nous dire un petit peu quelles sont les grandes tendances qu'on remarque cette année dans le baromètre? Alors, il y a des tendances au-delà de cette tendance très globale, je viens de le dire, de retour à la normale. Il y a beaucoup de choses qui se passent au sein, j'allais dire, des groupes de population que nous avons interrogés, notamment en termes de groupes d'âge. Regardez ici, c'est assez visuel. On a deux mouvements opposés, d'une certaine manière. D'un côté, j'allais dire, les plus acquis jusqu'à présent, qui étaient notamment, vous le voyez, ce qu'on appelle nos PCS-, donc des catégories plutôt modestes, qui étaient assez largement... en tout cas en majorité en 2022 confiants dans l'usage du numérique, et nos 35-49 ans qui eux aussi manifestaient une confiance majoritaire. Alors ces deux catégories, vous le voyez, qui étaient un peu les fers de lance finalement de la confiance jusqu'en 2022, connaissent plutôt un tassement de la confiance. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement est absolument opposé au sein de notre population, des plus âgés, de ce qu'on appelle les seniors, qui, ça a été rappelé en introduction, étaient historiquement la population la plus en retrait, la plus défiante à l'égard du numérique. Vous le voyez aujourd'hui, il y a une poussée de la confiance dans cette catégorie des seniors avec un 10 points. Alors, vous le savez, je le rappelle chaque année, mais 10 points d'évolution sur un baromètre, c'est très très significatif. Ça bouge pas tant que ça. En général, on a 10 points de hausse chez les plus âgés qui, encore une fois, étaient les plus en retrait au niveau de la confiance dans le numérique et qui rattrape. Pardon, je t'interromps. Est-ce que ce n'est pas parce que finalement les seniors d'aujourd'hui sont les utilisateurs il y a 10 ans? Il y a un effet effectivement de progression dans l'âge, je vais dire d'une certaine manière, et d'usage et d'habitude à l'usage. On verra quand même qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent ce regain de confiance chez les plus âgés, notamment, j'anticipe un tout petit peu, tous les efforts qui ont été faits par vous tous, quand même pour rassurer encore et sécuriser d'une certaine manière les usages du numérique. Alors, Laurent l'a dit tout à l'heure, il avait le sentiment effectivement que les escroqueries n'avaient pas diminué. Pourtant, c'est un fait, l'année dernière, les escroqueries avaient augmenté et cette année,
c'est une bonne nouvelle. Les Français se sentent, alors c'est du déclaratif, mais les Français quand même se sentent mieux protégés contre arnaques et escroqueries en baisse. Alors vas-y, explique-nous, c'est une bonne nouvelle. Alors c'est un vrai mouvement du baromètre de cette année 2023. On a un sentiment d'escroquerie, en tout cas, qui est en baisse assez fortement là encore. On perd 6 points par rapport à ce pic, encore une fois, de 2022. On a vu quand même exploser les craintes et les risques. Aujourd'hui, un peu moins de 2 tiers, 65%, ça reste important évidemment, estiment que les escroqueries sont de plus en plus fréquentes, mais encore une fois, on a un recul de 6 points sur ce résultat en 2023. Et voilà, je le disais tout à l'heure, les 65 ans et plus sont toujours intéressants à regarder de ce point de vue-là. On voit que ce sentiment d'escroquerie est plus fortement encore qu'en moyenne à la baisse. Parmi les 65 ans et plus, vous le voyez, un recul de 15 points, ce qui est encore une fois très significatif dans cette population et qui explique en partie le résultat qu'on vient de voir ensemble, c'est-à-dire la hausse de la confiance globale dans le numérique auprès de cette population. Il est vrai que cette population a été quand même beaucoup ciblée par les actions de communication très fortement. Exactement. On va voir que leurs usages sont aussi adaptés. Ouais. On va le regarder ensemble. Au-delà du sentiment d'escroquerie, on a ce chiffre aussi qui est important à regarder, c'est la déclaration d'être victime soi-même, personnellement. C'est pas simplement ce qui se passe dans la société, c'est est-ce que soi-même on a été ou pas victime d'escroquerie en ligne. Là encore, les victimes déclarées sont moins nombreuses, vous le voyez, qu'en 2022. On a un recul de 7 points là encore. On est quand même sur des évolutions 6, 7, 10 points parfois, très conséquentes et significatives. Aujourd'hui, donc le chiffre de répondants qui disent avoir été victimes d'une escroquerie, vous le voyez, s'établit à 38% exactement en 2022. Donc à la fois un sentiment que les escroqueries sont nombreuses et une réalité, j'allais dire, plus personnelle qui sont en recul en 2023. Alors donc maintenant tu vas peut-être nous expliquer effectivement on va le regarder. Quelles sont les escroqueries dont ils se disent victimes toujours. Alors, c'est assez visuel, ça va s'afficher en totalité, mais vous le voyez, quel que soit, j'allais dire, le type d'escroquerie, le sentiment d'être victime et les conséquences surtout négatives connues sont en recul. À la fois pour l'hameçonnage, on le voit, l'arnaque ou malversation, ou la fraude bancaire, tout ça est en recul de 4 à 5 points depuis 2022. Olivier l'a dit, l'hameçonnage quand même reste la principale escroquerie aujourd'hui avec 36%, mais suivi de très près, vous le voyez, par l'arnaque ou la malversation qui reste quand même à des niveaux importants. La fraude bancaire est en baisse, ça va faire plaisir on va à nos intervenants de la table ronde qui va suivre. On va regarder, il se passe des choses au niveau de la banque. Alors encore, je ne vais pas anticiper, mais il se passe des choses. Alors, ça va de pair, d'une certaine manière. On a moins le sentiment qu'il y a d'escroquerie, on se déclare moins victime. Et vous le voyez, on a un niveau d'information face sur les manières de se prémunir contre tout ça et un sentiment de protection qui reviennent, là encore, à des niveaux beaucoup plus normaux, j'allais dire en tendance, en tout cas plus haut que ce qu'on avait mesuré en 2022. 61% des Français interrogés, des internautes interrogés se disent bien informés, 56% un petit peu moins bien protégés. Vous voyez les rappels en bas. On est plutôt dans une tendance, encore une fois, positive sur ce sentiment d'information et de protection sur ces affaires d'escroquerie et d'arnaque. Alors, et ça c'est vrai, quel que soit finalement le type d'escroquerie, vous le voyez, que ce soit le phishing, le piratage des données bancaires, on en parlait à l'instant, les appels à faux noms, etc. Vous le voyez, le sentiment d'être mieux protégé progresse de quelques points, parfois jusqu'à 6 points sur l'ensemble de ce type de malversation ou d'escroquerie, avec quand même, vous le voyez, un sentiment de protection qui est le plus élevé sur les tentatives de phishing, qui est vraiment l'escroquerie qui aujourd'hui est la moins, d'une certaine manière, crainte et redoutée, parce qu'on se sent mieux protégé aussi face à ce type de malversation. Alors, on voit que les Français se sentent mieux protégés. Bonne nouvelle, encore une fois, contre les escroqueries. J'imagine que, évidemment, vous leur avez demandé pourquoi, parce qu'on ça va nous amener sur ce qu'on a un petit peu déjà annoncé. Exactement, et c'est ce que je disais tout à l'heure rapidement. Effectivement, il y a des actions qui ont été mises en place, à la fois de sensibilisation, d'information, mais aussi des actions, j'allais dire, très concrètes, qui ont permis ce qu'on mesure là, c'est-à-dire ce sentiment en recul de potentiel arnaque ou escroquerie. Alors qu'est-ce qui s'est passé plus précisément? On a aujourd'hui, vous le voyez, un sentiment majoritaire et assez largement majoritaire parmi notre échantillon d'internautes que les moyens de protection qui ont été mis en place sont efficaces.
Vous le voyez, alors avec le premier d'entre eux, qui est la mise en place de l'authentification forte, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment l'élément central aussi peut-être de 2023, en dehors du débat que j'ai rappelé. C'est quand même ce sentiment que ces moyens sont efficaces pour, vous voyez, 2/3 des Français quand même, 68%, mais ça reste majoritaire, ce sentiment d'être bien protégé et d'efficacité de ces différents moyens sur à peu près, vous le voyez, chacune de ces mises en place, jusqu'à on est élevé là. Exactement, on est au-dessus de la barre symbolique des 50%, avec des chiffres parfois proches de 60%, et une petite hausse, vous le voyez, de 3 points, y compris sur le développement de l'authentification par reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale, qui elle aussi a marqué quand même relativement l'année. Donc on voit, et on va un petit peu anticiper sur le reste, on voit quand même que tout ce qui relève du domaine bancaire, notamment, a participé de ce regain de sentiment de protection, en tout cas. Et un autre élément qui consolide d'une certaine manière ce sentiment d'être protégé, on le voit ici, c'est la confiance dans les fournisseurs d'identité numérique. Alors globalement, vous le voyez, on a une dynamique là aussi positive en 2023, un +5 et +6 pour France Connect et puis Google et Facebook, avec les deux premiers acteurs quand même, les deux premiers fournisseurs d'identité numérique qui restent des acteurs, on le voit, tout à fait majeurs dans la confiance que déclarent nos internautes, 80% quasiment pour France Connect et 63% pour l'identité numérique du groupe La Poste. Donc voilà, on le suit depuis des années, vous vous rappelez, on regarde ça chaque année, on sent que ça participe de consolider année après année le sentiment de protection et donc de confiance. Et quelque chose me dit que l'année prochaine, on en aura peut-être un 4e, un nouveau, on en parlera, je ne spoile pas tout quand même. On n'oubliera pas évidemment de le mesurer. Le débat est tranché. Alors, oui, alors authentification forte, identité numérique, tout ça, ça fonctionne très bien, tant mieux. Bon, maintenant, demain, et pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on voit déjà que le débat est tranché. On sait qu'il y a eu des années où la question se posait encore sur le sentiment que ça pouvait remettre en cause, d'une certaine manière, une forme de liberté publique. Le débat, vous le voyez, il est totalement et de plus en plus tranché, puisqu'aujourd'hui, 71% des Français, une très large majorité, nous dit que la création d'une identité numérique, c'est utile parce que ça améliore la sécurité des échanges et des transactions sur Internet. Inversement, vous le voyez, on n'a plus que 29%. Et là encore, avec un recul très fort de 11 points par rapport à 2022, donc une petite minorité et de plus en plus petite qui estime que ce serait inutile parce que ce serait dangereux. La question ne se pose plus sur l'utilité, l'efficacité, encore une fois, de l'identité numérique. Il y a eu des actions, je l'ai dit, il y a des actualités qui ont fait que ce sentiment de sécurité se renforce. Il y a aussi des pratiques qui se diffusent d'une certaine manière et qui se développent. On le voit ici, on a aujourd'hui quasiment un répondant sur 2 qui nous dit qu'il renforce sa vigilance sur Internet, 48% très précisément. Et vous le voyez, là encore, je reviens sur mon petit sujet du matin, les seniors. Les seniors sont plus nombreux qu'en 2022, plus 8 points, à déclarer qu'ils mettent en place des comportements de vigilance sur Internet. On a encore ce 34%, ce tiers, qui déclare installer des logiciels ou des applications pour se protéger davantage. Et vous le voyez, aujourd'hui, les seniors ne sont pas à l'écart de ce mouvement, puisque 43% d'entre eux déclarent avoir ce type de comportement. 13% réduire son utilisation d'Internet et encore 13% plus minoritaire, changer d'email ou de numéro de téléphone. Il y a ce qu'a rappelé la secrétaire d'État quand même tout à l'heure, ce tiers, 31% qui déclare toujours et encore ne rien faire, aucune action requise. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il reste, Olivier posait la question à l'instant, qu'il reste beaucoup de choses à développer. Et encore une fois, on le voit, les seniors sont des anciens familiers. En fait, donc les outils numériques aujourd'hui, pour eux, sont des choses avec lesquelles ils ont vécu une familiarisation de leur vie. Donc, Très clairement, une familiarisation, mais aussi une familiarisation au risque d'une certaine manière et à l'idée qu'il faut s'en protéger, très clairement.
Alors là, la banque, premier acteur de confiance des Français devant l'administration. Alors je précise, c'est une info, mais bien sûr c'est aussi un changement. C'est un changement de classement, en tête du classement. Alors tu vas nous expliquer, bien sûr Delphine, que c'est tout à fait motivé, qu'il y a eu du travail fait derrière. C'est pas un hasard. Il y a vraiment un travail qui a porté ses fruits très clairement, mais je le rappelle, c'est historique. Hein. L'administration était quand même le champion de la confiance. Tout secteur confondu, on a aujourd'hui... Ça ne veut pas dire que l'administration a moins fait son boulot. Hein. Non, totalement. Mais la banque a fait beaucoup... Surtout dans ces lieux, on n'oserait pas. La banque a mis en place beaucoup d'actions qui se traduisent par ce premier résultat, notamment sur la question, c'est est-ce que vous avez confiance, est-ce que vous pensez qu'il est risqué ou pas de consulter ses comptes bancaires sur Internet ou applications mobiles. Vous le voyez, le résultat est assez largement, encore une fois, majoritaire, 2/3 quasiment des répondants nous disent qu'ils ont confiance dans cette consultation. Et puis surtout, regardez, on a des populations qui sont nettement au-dessus de cette moyenne de 65%. Avec un 74%, c'est-à-dire 3/4 des plus jeunes, une quinzaine, 4 ans, qui sont évidemment la population la plus active de ce point de vue-là, avec une hausse de 13 points. Donc quand je dis il y a des actions qui portent leurs fruits, on le voit précisément sur cette population des plus jeunes, mais on le voit aussi, encore une fois, chez nos seniors, qui aujourd'hui sont dans la moyenne avec 65% de confiance et surtout, là encore, connaissent une augmentation de 7 points de la confiance dans la consultation des comptes bancaires. Donc il y a des mouvements déjà en moyenne qui traduisent cette dynamique de la hausse de la confiance, mais qui sont portés notamment par certaines populations, les plus jeunes et les plus âgés, au debout, j'allais dire, du spectre de l'âge. Autre résultat qui confirme quand même cette confiance renouvelée dans la banque et dans ses actions, on a une confiance et une satisfaction à l'égard, cette fois-ci, des nouvelles méthodes d'authentification pour payer sur Internet en force. On se rappelle, tout ce qu'on avait beaucoup vu l'année dernière et tout ce qu'on a revu à l'instant, c'est quand même une des principales craintes, clairement exprimées par nos répondants. Aujourd'hui, on a là encore 2/3 de ces mêmes répondants qui se disent rassurés dans ce type de situation. Et là, vous le voyez, plus 16 points. C'est très significatif. Beaucoup insisté sur les faibles variations en général des études barométriques. Là, on n'est plus dans la faible variation, dans la variation tout à fait significative. Et vous voyez, non seulement on a ce 2/3 qui se disent rassurés, mais on a même, et c'est plus exigeant, 44% qui se disent à la fois rassurés et satisfaits. Donc il y a une vraie reconnaissance de la part de nos répondants de toutes les actions et initiatives qui ont été prises par le secteur bancaire. Autre aspect, les solutions de paiement ou de transfert instantané d'argent via une appli ou un site internet, même histoire, 71%, on est à peu près dans les mêmes eaux d'une certaine manière, là encore en confiance effectivement dans ces modalités de paiement instantané. Vous le voyez avec là le cœur, j'allais dire, des actifs d'âge moyen, 35-49 ans, qui sont même dans une confiance presque totale. On approche les 80% là, de confiance dans cette population. Eh ben ça, voilà. Ça, vous le voyez, le mapping. Ça résulte dans ce mapping. Pour rappel, on a là ici un petit carré magique en haut à droite qui va croiser à la fois le niveau d'usage et le niveau de confiance. Alors je dis carré magique parce que quand on est en haut à droite, c'est qu'on a beaucoup d'usage, mais aussi une confiance extrêmement élevée. Alors vous le voyez, on a historiquement des acteurs qui sont dans ce carré magique, l'e-commerce, l'administration et l'e-banking. Mais c'est la première fois que l'e-banking, effectivement, est sur la droite de ce mapping, c'est-à-dire sur l'axe de la confiance, le plus à droite, donc le plus porteur de confiance pour nos répondants. Je vous le signale, on va y revenir. Regardez, il y a d'autres carrés, notamment le carré moins magique du côté gauche en haut. Le carré maudit, non, pas encore quand même. Avec des usages nombreux, mais une confiance plus faible. Et on y trouve, vous le voyez, j'y reviendrai, les réseaux sociaux. Et par contre, on voit quand même, je t'interromps, excuse-moi, que la e-santé ne fait pas mieux en termes de confiance que l'intelligence artificielle. Alors certes, elle est beaucoup plus utilisée, mais bon, c'est pas tellement mieux, c'est pas très rassurant. Là encore. Et on a des sujets communs, j'allais dire, d'interrogation sur l'e-santé et l'intelligence artificielle. Ce sera notre dernier chapitre. Ce sera le sujet de la deuxième table ronde, absolument. De l'IA.
cette confiance, on le voit, qui progresse dans la banque, dans le secteur bancaire, elle se traduit, vous le voyez, sur le sujet des crypto-monnaies. Alors, globalement, ça baisse, c'est vrai, on voit, on a ce 22% de nos répondants en moyenne qui disent j'ai confiance dans les crypto-monnaies, dans leur usage, et c'est moins 4 points. Mais regardez, du côté droit de ce graphique, on a là les utilisateurs de crypto-monnaies qui, eux, affiche une confiance quand même assez incroyable de 80% et surtout une confiance en hausse de 5 points parmi, donc, encore une fois, ces utilisateurs des crypto-monnaies. Mais d'ailleurs, j'ai vu à ce propos que le 10 janvier, peut-être que certains d'entre vous, j'imagine que certains d'entre vous le savent déjà, le 10 janvier 2024, la commission des opérations de bourse à Wall Street a légitimé 11 produits financiers fondés sur le Bitcoin. D'ailleurs, le Bitcoin est en train de battre des records, je crois. Donc bon, alors bon, ça se passe aux États-unis, mais ça va arriver chez nous. Chez les utilisateurs. Chez les utilisateurs, évidemment, dont on a vu qu'eux ont totalement confiance. Qu'on retrouve aussi, je le disais, un lien entre confiance dans la banque et crypto-monnaie. Ouais. Là, on le voit quand on demande finalement que pour ces opérations d'achat ou de vente de crypto-monnaie, dans quel acteur on a confiance pour mener ces opérations, l'établissement bancaire est celui qui arrive en tête de la confiance avec 2 tiers. Vous le voyez, de confiance. L'ensemble des acteurs bénéficient de bons scores, mais on voit que le secteur bancaire est porteur évidemment de cette confiance avant tout. Alors, les réseaux sociaux, tu l'as déjà dit, la secrétaire d'État l'a dit également, voilà, il y a un très fort usage, mais il y a une confiance qui reste quand même fragile. Ouais. Alors, voilà, dis-nous tout. Avec une petite spécificité, une confiance globale qui reste fragile, mais surtout même une confiance auprès des premiers utilisateurs, qui sont, Laurent l'a rappelé tout à l'heure, les plus jeunes. Les ados et les pré-ados. Qui n'est pas non plus en dynamique et en tendance positive à la voir. Donc là, la conclusion quand même là-dessus, c'est que la confiance reste fragile globalement. On le voit, 38%, on est en dessous de notre moyenne globale, vous vous rappelez, de 41%, mais elle est même fragile auprès des utilisateurs des réseaux sociaux. C'est encore une fois ce que vous avez sur la droite du graphique, 40%, on est à 2 points, à peine 2 points au-dessus de la moyenne globale et surtout pas d'évolution. On voit que la dynamique est quand même faible, très très faible depuis des années. Et alors justement, est-ce qu'il y a des usages en particulier qui sont plus risqués que d'autres aux yeux des utilisateurs? Parce qu'il y a beaucoup d'usages sur les réseaux sociaux, on peut publier des contenus, on peut évidemment en lire, en découvrir, et puis il y a aussi nos amis influenceurs. Alors apparemment, voilà, je ne spoil pas, je te laisse faire. Mais effectivement, c'est pas simplement le fait de consulter les réseaux sociaux. Très clairement, le nœud, le cœur finalement de ce sentiment qu'ils sont risqués, c'est la publication de nos contenus, qui est vraiment jugé risqué. Vous le voyez, seul 1 tiers, 35% ont plutôt confiance quand il s'agit de publier des contenus sur les réseaux sociaux. Inversement, vous voyez, la majorité, là, elle est à 59%, quasiment 6 sur 10 nous disent que c'est risqué de publier des contenus sur Internet. C'est quoi? Parce que son identité va être exposée, du coup, c'est ça le risque? On va le voir tout de suite sur la question de l'anonymat. Il y a encore de l'ambivalence, mais quand même, plus on va, plus on se dit qu'effectivement, son identité peut être atteinte, exposée, détournée pour certaines fois. Et vous le voyez, ce que je disais tout à l'heure, même chez les plus jeunes, alors c'est pas les plus jeunes, mais les 25-34 ans qui sont quand même le cœur aussi des actifs sur les réseaux sociaux, ont une confiance du bout des lèvres, avec 43% seulement de confiance, et c'est à peu près la même chose dans les catégories sociales supérieures. Il y a aussi le fait, au-delà de ce sentiment que c'est risqué de publier, l'idée aussi derrière, c'est que la régulation, alors on l'a vu sur d'autres secteurs, quand il y a régulation, quand il y a authentification, quand il y a des moyens de sécurité qui sont mis en place, ça marche. Là, clairement, on n'a pas le sentiment qu'on est au bout d'une certaine manière de l'histoire. Donc il y a toujours cette confiance qui reste faible, 36% on le voit, et surtout, vous le voyez, non seulement elle est faible, mais elle s'effrite encore, et on en avait parlé, rappelez-vous, en 2022, elle s'effrite encore chez nos 15-24 ans, pardon, les plus jeunes, avec seulement 47% au total en 2023 de confiance. Donc même dans des populations acquises par leurs usages, on voit bien quand même que le risque est là, et la pratique, du coup, pour l'instant tient, mais la question c'est jusqu'à quand? On l'a dit ensemble. Voilà, les influenceurs. Alors voilà, tout à l'heure je te demandais, il y a eu pas mal d'affaires assez retentissantes ces derniers temps. Bon, on voit que visiblement, ça se voit dans le baromètre. Ça chute, c'est la plus forte chute d'ailleurs, mais on disait, défiance quand même sur la
publication elle-même de contenu et puis quand même grosse interrogation sur la régulation de tout ça, les influenceurs en paient les frais d'une certaine manière et en pâtissent, y compris, encore une fois, chez nos plus jeunes, aux 15-24 ans. Alors, ça reste au-dessus de la moyenne, 49%, un peu moins de la moitié aujourd'hui des 15-24 disent s'abonner ou suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux versus 31% en moyenne. Il y a un écart encore important entre la moyenne et nos plus jeunes, mais vous le voyez, Olivier l'a dit, un recul de 21 points. Alors ça, pour le coup, dans un baromètre, c'est quand même assez rare. On l'a bien regardé quand il est sorti, on l'a vérifié plusieurs fois. On s'est pas trompé dans les calculs, mais vous avez calculé deux fois. On a quand même une très très forte, là, un signe extrêmement fort de ces interrogations qui vont traverser, y compris les plus gros utilisateurs, notamment les jeunes. Il y a eu beaucoup d'affaires effectivement sur la probité et le désintéressement des influenceurs dont voilà, ça a pu effectivement mettre des doutes, enfin plus que des doutes. Très clairement. Et c'est une vraie question pour beaucoup d'acteurs, évidemment, économiques qui ont pu se dire que c'était un exercice de communication intéressant de s'appuyer sur un influenceur. Là, on voit qu'il y a des questions qui se posent, clairement. Alors, les leviers de la confiance, davantage de contrôle et levier de l'anonymat plébiscité. Alors c'est un sujet dont on parlera lors de la première table ronde, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous un élu, Paul Midi, député, qui travaille beaucoup sur ce sujet. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a un débat. Est-ce qu'on lève l'anonymat? Est-ce que l'anonymat reste, on le préserve parce qu'effectivement, on n'expose pas son intimité? Il y a un vrai débat sur le sujet et les politiques sont en train de le prendre en main. Voilà. Alors, donc, on y va tout droit. Nos répondants l'ont tranché, mais on va voir que les choses ont quand même beaucoup plus ambivalentes du côté des plus jeunes, encore une fois. Alors globalement, si on regarde la moyenne de la population et de nos répondants, on le voit, ce qui sort de manière très claire, c'est que oui, à 80%, l'anonymat est perçu comme un élément qui encourage les comportements inappropriés. Or, on vient de voir qu'on est très suspicieux quand même. Donc, c'est le premier résultat. C'est quand même une large majorité qui disent là, il y a un risque quand même de comportement inapproprié. Donc ça, c'est aussi bon pour en tout cas les décisions politiques qui semblent prendre cette direction d'une levée partielle de l'anonymat. Il s'agirait effectivement que l'anonymat, qu'on puisse retracer à chaque fois les interventions, les contenus, en cas de besoin, en cas d'enquête, évidemment, voilà, quand les contenus deviendraient vraiment trop dangereux ou trop répréhensibles. Mais très clairement, il va falloir expliquer cette décision parce qu'on est un tout petit peu dans l'ambivalence. À la fois, on dit à 80%, c'est quand même très risqué. Et en même temps, vous le voyez, 2 tiers nous disent que ça peut être un moyen de se protéger. Et même 55% un avantage. Donc certes, il y a quand même vraie conscience du danger. En même temps, on n'est pas complètement sûr qu'on en ait envie. Des avantages définitifs de lever complètement l'anonymat. Et puis vous le regardez, c'est encore plus ambivalent chez les plus jeunes. Nos 15-24 qui sont en bleu. Le premier score chez les 15-24, vous le voyez, c'est le 71% qui est au milieu à peu près de ce slide, avec 71% donc qui estiment que c'est plutôt un moyen de se protéger. Là, il y a en plus peut-être un problème de minorité par rapport aux parents, etc. Exactement. Quand on a 15 ou 16 ans et qu'on publie des contenus et que sur son papa vient regarder, un réseau social, on n'a peut-être pas envie que maman ou papa voit... Donc il y a un effort de pédagogie à faire très clairement pour les décisions à venir sur l'idée, on peut enfoncer le clou et dire que oui, ça encourage plutôt les comportements inappropriés. Il faut arriver à convaincre encore et toujours que ce n'est pas forcément un moyen de se protéger non plus sur les réseaux sociaux. Ceci étant, là où tout le monde est d'accord, les jeunes y compris, en large majorité, c'est sur la question de la vérification de l'identité des personnes inscrites sur les réseaux sociaux qui, elle, est totalement plébiscitée. On le voit, on a peu vu de score à cette hauteur dans le baromètre. 87%, quasiment 9 sur 10, disent que oui, il faut le faire, il faut vérifier l'identité des personnes inscrites sur les réseaux sociaux, et 81% accepter soi-même que son identité soit vérifiée. Prends ton temps. Et les jeunes, de ce point de vue-là, jouent le jeu, d'une certaine manière. Autant on a vu qu'ils pouvaient être un peu ambivalents sur la question de l'anonymat, autant là sur la vérification, ils sont assez dans la tendance, et plus que dans la tendance, je dirais. Voilà, l'IA, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, ce sera aussi l'objet de la seconde table ronde tout à l'heure. Voilà, défiance à l'égard de l'IA générative. Alors on l'a dit encore, effectivement, l'IA générative, on en a beaucoup parlé en 2023, ChatGPT notamment, mais pas seulement. Il y a aussi des choses qui se font. D'ailleurs, l'Axel a fait une réunion, une soirée avec une présentation de
de systèmes de création d'images très, très impressionnantes. Je ne sais pas si vous connaissez DALL-E, notamment. C'est vraiment assez bluffant. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, on se méfie quand même. Hein. On est au tout début. Hein. Ouais. Du point de vue, j'allais dire, de nos répondants, ce qu'on appelle parfois l'opinion ou la grande opinion, on est quand même au tout début de l'histoire, même si pour les spécialistes, c'est un sujet qui est déjà défriché d'une certaine manière. Pour les Français, de manière générale, c'est le tout début. Alors, ça se traduit par un usage qui, quand même, tel qu'on le mesure aujourd'hui, bien évidemment, on va le suivre au fil des années, mais il fallait qu'on ait une première mesure. On voit que l'usage de l'intelligence artificielle générative est globalement minoritaire. Hein. Vous le voyez, c'est 42% de nos répondants qui disent oui, ça m'arrive de l'utiliser. Je dis ça m'arrive parce que vous voyez que le oui, presque tous les jours, il est très 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 minoritaire. Hein. C'est moins de 10%. C'est plutôt un usage occasionnel qui nous est restitué versus une majorité quand même encore assez large, 58% qui dit non. C'est minoritaire, y compris parmi ceux qu'on imagine être quand même les pionniers quand même aussi de l'IA générative, les moins de 35 ans, vous voyez, qui ont des scores certes plus élevés, mais qui sont les seuls à échapper à ça, mais qui ne sont pas non plus à 100% encore des utilisateurs, même si on est autour de 2/3 à peu près. On voit que ça marche pas mal pour faire les dissertations à la maison. Ça, on va le voir juste après. Les 15-34 ans, 64% je crois de mémoire, si j'ai lu rapidement. C'est minoritaire et c'est pour l'instant, aujourd'hui, un usage essentiellement à des fins personnelles. On n'a pas encore franchi le cap de tous les salariés dans toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité l'utilisent de manière professionnelle. Vous voyez, ça reste très minoritaire avec 14% seulement des usages déclarés, un petit peu plus dans les CSP+, donc plutôt les fonctions cadres évidemment, dans les entreprises à 22%, mais 76% c'est le chiffre l'utilise à des fins personnelles. Alors on va y trouver effectivement nos étudiants qui notamment à commencer par eux trouvent assez plus facilement et rapidement une réponse parfois à leurs questions d'études ou l'aide aux devoirs d'une certaine manière, mais on a des usages aussi personnels autour de l'idée que ça aide à rédiger un texte parfois, à répondre à une question finalement très rapidement. On est un peu ça m'a rappelé quand même cette histoire de téléphone portable où finalement on a eu d'abord un usage très 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 perso et très privé avant que ça se diffuse partout dans le monde, j'allais dire, économique et du travail. On est un peu sur ce type d'histoire. Et maintenant, il y a des entreprises qui développent des LLM internes. Exactement. Propres à la boîte. On en parlera tout à l'heure, vous verrez. Je pense que ce sera l'objet de la table ronde. Avec mais Orange. Beaucoup de travail à faire dans les entreprises pour diffuser, former évidemment, sensibiliser aussi à l'usage de l'IA générative. Alors il y a ce chiffre quand même qui renseigne aussi sur l'état actuel de l'usage. Vous le voyez, la majorité de répondants à cette question répondent moi je ne sais pas et je ne saurais pas reconnaître les contenus générés par l'IA générative. C'est un chiffre quand même assez fort. Ça montre que non seulement on va y venir, il y a un peu de défiance, mais il y a surtout beaucoup pour l'instant de distance. Parce qu'en fait, on ne sait pas bien, quoi. C'est du flou qui reste quand même très important pour une majorité, on le voit ici, de nos répondants. Et puis, alors après, si on sait le reconnaître, vous le voyez, est-ce qu'on a confiance dans les textes générés par l'IA générative ou les images vidéo, etc. Là encore, c'est extrêmement timide. On est en deçà de notre score global moyen de confiance à l'égard du numérique. L'IA est encore en deçà en termes de confiance. C'est le chiffre qui le traduit ici. On a quand même on l'a intitulé fragile confiance, timide en tout cas, confiance dans la qualité des contenus générés. Et c'est bien la question que se pose aujourd'hui, j'allais dire, les utilisateurs lambda, sur qu'est-ce qui sort de tout ça. Est-ce que je peux avoir confiance dans ce qui sort de tout ça? Vous le voyez, c'est très 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 partagé. Alors c'est un petit peu plus bleu que rouge. 46% ont confiance, 42% pas confiance. Et vous le voyez, même, j'allais dire, les plus actifs et les plus utilisateurs, nos 35-49 ans, sont à 55%. C'est une majorité tiède, là encore, de confiance dans les contenus générés par l'IA générative. Effectivement, comme disait Laurent tout à l'heure, à notre génération, on nous disait l'esprit critique, il suffit de lire Le Figaro et Libération pour avoir un juste milieu, si j'ose dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est nettement plus compliqué quand même d'avoir un esprit critique sur ces résultats, ces contenus qui sont effectivement assez bluffants, souvent.
En bluffant et parfois un peu déstabilisant même. Donc Oui, on a peu de repères, Laurent l'a dit, on n'a pas de repères. Donc, et quand il n'y a pas d'intention derrière, tant mieux, mais quand il y en a une en plus. Exactement. Du coup on s'était posé la question quand on a travaillé tous ensemble sur le questionnaire, se dire est-ce que finalement ce développement croissant de l'IA générative va aider à renforcer la confiance dans les réseaux sociaux, dans les médias, en termes de contenu. Est-ce que ça va pousser et dynamiser la confiance? La réponse, vous le voyez, elle est plutôt non pour l'instant. 29% nous disent que le développement de l'IA générative donne confiance dans ce qu'on voit dans les réseaux sociaux et 36% dans ce qu'on lit, voit ou entend dans les médias et qui serait effectivement généré par l'IA générative. Donc pour l'instant, l'effet, j'allais dire, impulseur ou levier de l'IA générative dans la confiance des médias sociaux, des médias et des réseaux sociaux reste très ténu. Et je finirai peut-être là-dessus, Olivier, parce qu'effectivement, on l'a vu, il y a cette incapacité quand même à bien repérer ce qui est fait ou pas fait par l'IA générative et surtout à se dire que c'est de qualité ou pas, ça se traduit et c'est là qu'il y a une adresse à vous tous, très clairement, et puis à nous tous, professionnels aussi en entreprise, c'est ce souhait d'être systématiquement informé. C'est-à-dire que moi tout seul, j'ai le sentiment que je peux pas trop y arriver en fait et qu'encore une fois, c'est difficile de se repérer dans ce qui est perçu encore comme une vaste jungle d'une certaine manière. Donc j'ai besoin d'être informé systématiquement s'il est fait, au moins, s'il est fait usage ou pas de l'IA générative sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Au moins savoir si c'est utilisé ou pas, déjà dans un premier temps. C'est 80%, oui. Il y a encore une fois, pas beaucoup de scores à hauteur de 80% de ce baromètre. Là, c'est un vrai appel, un vrai plébiscite quand même sur ce souhait d'information. J'ai envie de dire que c'est peut-être, je me tourne vers vous, ça ressemble peut-être à un vœu pieux quand même, non ? C'est un vœu pieux. Parce que, en général, les utilisateurs, les producteurs, n'ont pas forcément toujours intérêt à le signaler. Et quand je vois qu'on a du mal, j'entendais des études, on a du mal à faire respecter sur les étiquetages alimentaires Origine France, où les produits sont pas vraiment Origine France parfois, en tout cas que partiellement. Dire que c'est une IA générative qui est derrière le contenu, ça ressemble peut-être à un vœu pieux, non ? Ouais, c'est un vœu pieux, en même temps ça traduit ce sentiment, on l'a dit, que pour l'instant, tout seul, à titre personnel, on n'est pas très armé. Voilà. Donc c'est un vœu à être armé, à être épaulé, à être accompagné, ça passera par ça ou par autre chose, ça passera, je pense que la table ronde va beaucoup développer ça, aussi par une accoutumance, un accompagnement, une sensibilisation, effectivement une aide à exercer son esprit critique, mais très clairement ce résultat-là, même si c'est pas à ça qu'on arrivera, traduit le sentiment qu'on a besoin d'être accompagné par tous les acteurs qui peuvent aider finalement à se faire une idée et à progresser aussi dans l'appréhension et la maîtrise de l'IA générative. Absolument. Écoute Delphine, merci beaucoup. Tu étais en sprint à certains moments. J'espère que vous avez pu avoir tous les résultats. En plus, tu as fait plus que tenir le timing, donc bravo, vraiment merci beaucoup. C'était très complet. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets pour les tables rondes et j'espère que ça permettra d'avancer aussi sur ces sujets. Merci à tous. Je te remercie Delphine, on peut l'applaudir à nouveau, ça ne fait pas de mal.